Bonjour et bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux coulisses de la mondialisation. Coincée entre la Russie, la Chine et l'Iran, l'Asie centrale cherche sa voie. Chacun de ses puissants voisins tente de l'attirer dans sa zone d'influence. Il faut dire qu'elle ne manque pas d'atouts. Un sous-sol plutôt riche en gaz et pétrole, entre autres, et surtout une position géographique au centre des nouvelles routes de la soie. Pour en parler, je reçois Michael Levystone, chercheur à l'Institut français des relations internationales et auteur d'un livre qui vient de paraître aux éditions L'Harmattan intitulé « Russie et Asie centrale à la croisée des chemins ». Bonjour Michael Levystone. Bonjour. Alors, l'Asie centrale, vous nous la définissez dans votre livre comme étant le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan, l'Ouzbékistan et le Turkménistan. Absolument. Combien de divisions, quelle population, quelle force? Alors, c'est une région qui est enclavée entre la Russie, la Chine, l'Iran, pas très loin non plus de la Turquie. C'est une région qui fait 4 millions de kilomètres carrés, avec près de 70 millions d'habitants, la moitié concentrée en Ouzbékistan, qui est le cœur stratégique de cette région, seul pays frontalier des 4 autres États centra-asiatiques que vous avez mentionnés. Le Kazakhstan, État gigantesque qui a tout ce qu'on peut espérer trouver dans un sous-sol sur Terre, qui concentre les 2 tiers de la superficie et du territoire centra-asiatique, et puis 2 petits pays à l'est, 2 châteaux d'eau, le Kirghizistan et le Tadjikistan, dépourvus de ressources pétrolières et gazières, et au sud, le Turkménistan, un pays ermite et un géant gazier. Bon, ce qui est attirant, c'est pas leur population, 70 millions à peu près, donc c'est pas ça le marché, on est d'accord? Non, en termes de consommateurs, c'est un petit marché évidemment, mais il y a des ressources naturelles gigantesques qui ne demandent qu'à être exploitées en dehors d'un duopole russo-chinois qui est hyper présent, et sachant aussi que ces pays-là, notamment le Kazakhstan depuis 1994 et l'Ouzbékistan depuis 2016, portent vraiment une politique de diplomatie multivectorielle, de rééquilibrage des partenariats internationaux hors Russie et Chine. Alors on y reviendra, il faut juste situer d'un point de vue historique que c'était plutôt dans l'orbite, évidemment, de l'Union soviétique. Absolument, ces pays en fait ont été découpés sous l'Union soviétique déjà dès l'époque de Staline. Ces découpages frontaliers qui remontent aux années 20, aux années 30, où on a vu apparaître ces différentes républiques qui ont accédé à l'indépendance à partir du second semestre 1991 successivement. Oui, vous avez raison, ces pays sont nés dans le giron soviétique après une longue colonisation russe au XVIIIe et au XIXe siècle auparavant. Donc Moscou peut estimer que c'est son arrière, sa profondeur stratégique. Et doit même. Et doit, absolument, oui, c'est indéniable, c'est sûr. Alors qu'est-ce qui intéresse Moscou? Donc pas la population, ce qui intéresse Moscou évidemment, c'est le sous-sol de ces États. Alors, il y a plusieurs grilles de lecture. Le Kazakhstan, c'est le partenaire économique incontournable de la Russie en Asie centrale, avec un partenariat énergétique multidimensionnel. C'est là qu'il y a Baïkonour. Oui, voilà. Oui, c'est vrai. Rampe de lancement. Absolument, il y a un enjeu aussi aérospatial, vous avez raison, mais il y a un partenariat énergétique qui va du transit pétrolier au traitement gazier, sans oublier une coopération dans le nucléaire civil. Vous avez ensuite 2 pays qui ont été plutôt rétifs à l'influence de la Russie, que sont l'Ouzbékistan et le Turkménistan, avec lesquels la relation est en véritable redémarrage depuis 2016 dans le cas de l'Ouzbékistan et 2018 avec le Turkménistan. Et vous avez 2 pays où l'enjeu est beaucoup plus sécuritaire, qui sont le Kirghizistan et le Tadjikistan, surtout en ce moment avec l'incertitude afghane. Alors jusqu'à présent, donc, c'était plutôt dans la sphère de Moscou. Oui. On voit arriver depuis un certain temps, et notamment les routes de la soie, les Chinois. Ça vexe les Russes? Au début, c'est ce que vous dites dans votre livre, hein. Ils n'étaient pas très contents de les voir arriver. Oui, je pense qu'effectivement, ils étaient pas très contents, mais en même temps, les Chinois sont incontournables. Si vous voulez, pour l'Asie centrale, il y a un effet bénéfique immédiat, c'est que ça braque les projecteurs, et le cadre se prête à cette expression, sur une région qui a été en marge de la mondialisation, qui n'a pas de place boursière de renom, qui n'a pas d'accès à une mer ouverte à une époque où l'essentiel des échanges commerciaux à l'international se fait par voie maritime. La Russie, au départ, effectivement, a été plutôt hostile, sans le dire, aux nouvelles routes de la soie, et puis une déclaration d'intégration entre l'Union économique eurasiatique, portée par Moscou au Kazakhstan,
au Kyrgyzstan, avec l'Ouzbékistan comme observateur et le Tadjikistan comme candidat, et donc entre l'Union économique eurasiatique et les nouvelles routes de la soie, a été signé en 2015. Et ça, c'est consécutif à la crise ukrainienne et l'affaire des sanctions qui a un petit peu accéléré le pivot oriental de la Russie. Donc ce rebasculement de la politique étrangère russe vers les pays asiatiques et notamment vers la Chine. Donc la Chine est acceptée aussi parce qu'elle amène des milliards de dollars. Je crois que vous dites dans votre livre que c'est le premier partenaire commercial de ces États. Oui, c'est le premier partenaire commercial de tous les pays d'Asie centrale, à l'exception du Kazakhstan, où là on a des pays européens comme les Pays-Bas par exemple, qui sont en tête des partenaires commerciaux. Et en termes d'investissement, la Chine est incontournable. Ils sont premiers investisseurs au Turkménistan, au Tadjikistan et au Kyrgyzstan. Il n'y a que au Kazakhstan et je crois en Ouzbékistan que c'est la Russie qui a encore la main. Mais voilà, la Chine est un acteur économique absolument incontournable en Asie centrale aujourd'hui, et même d'un point de vue militaire, la Chine commence à faire des incursions. Oui, vous dites que économiquement, Moscou fait pas le poids avec les milliards que peut amener la Chine dans les infrastructures routières pour les nouvelles routes de la soie, ou ferroviaires d'ailleurs. Oui, sur les infrastructures, c'est assez net. Il y a eu deux routes énergétiques majeures qui ont été le gazoduc Asie centrale-Chine au départ du gisement de Galkinish au Turkménistan vers l'ouest de la Chine, et un oléoduc depuis le Kazakhstan vers la Chine, où là vraiment il y a eu des investissements colossaux. Oui, je crois que la Chine aujourd'hui a vraiment le lead en termes économiques. Oui. C'est une région quand même où il y a des institutions, alors pas aussi fortes que l'Union européenne, mais vous l'avez dit, l'Union eurasiatique, etc., oui. Plutôt pilotée par Moscou pour l'instant, même si la Chine y entre. Alors, si vous voulez, il y a un co-leadership au sein de l'Organisation de coopération de Shanghai, un co-leadership russo-chinois, où là, c'est une organisation qui a été créée par ces deux géants-là. Mais pour les autres organisations régionales présentes en Asie centrale, je pense à l'organisation du traité de sécurité collective et à l'Union économique eurasiatique dont vous venez de parler, là, ce sont des projets vraiment russes, de domination, d'alliance militaire pour l'OTSC et d'intégration économique pour l'Union économique eurasiatique. Autre acteur au sud, l'Iran, mais acteur mineur, non ? Oui, alors l'Iran a beaucoup essayé, à partir de 1991, au lendemain de la guerre Iran-Irak, qui a été terrible pour l'économie iranienne, ils ont vu l'Asie centrale comme une perspective économique intéressante pour eux. Le problème, c'est qu'ils ont beaucoup misé sur le renouveau religieux en Asie centrale, mais ils sont chiites et l'Asie centrale est majoritairement sunnite. Ce qu'on a vu il y a quelque temps, qui est à mon avis très intéressant pour l'Iran, c'est que l'Iran s'est vu attribuer un statut d'État membre de plein droit au sein de l'Organisation de coopération de Shanghai. Et l'Iran, depuis longtemps, cherche à intégrer cette organisation qu'elle voit comme une sorte de paravent par rapport aux sanctions économiques édictées par le Trésor américain contre Téhéran. Donc là, l'Iran va pouvoir, à mon avis, essayer de mettre en place des synergies en termes économiques, en termes de développement des infrastructures de transport. L'Iran est quand même un acteur qui peut compter en Asie centrale, d'autant qu'ils se sont rapprochés du Tadjikistan, avec qui ils avaient eu des grosses tensions jusqu'à récemment. Et la Turquie qui pointe son nez. Oui, la Turquie, c'est... Plus que pointe son nez, d'ailleurs. Oui, ils ont mis le pied dans la porte. Oui, la Turquie, c'est un acteur incontournable en Asie centrale. Ils ont tous les pays d'Asie centrale, à l'exception du Tadjikistan, sont turcophones. Les pays d'Asie centrale, à l'exception du Turkménistan, les pays turcophones centra-asiatiques, à l'exception du Turkménistan, ont tous intégré le Conseil turcique, qui est un outil de soft power au bénéfice d'Ankara en Asie centrale. Et on voit que la Turquie joue une carte Ankara-Pékin en matière de transport pour essayer d'accéder directement à l'Asie centrale et à la Caspienne, notamment depuis la victoire de l'Azerbaïdjan dans le Haut-Karabakh à l'automne dernier. Donc oui, la Turquie a, je pense, de belles perspectives en Asie centrale à terme, d'autant que les grands projets de BTP, certains projets au Turkménistan, dans les infrastructures, notamment la construction d'un aéroport pour les Jeux asiatiques d'Ashgabat en 2016, ont été réalisés par des Turcs. Donc les Turcs sont quand même économiquement un acteur incontournable en Asie centrale. Et nous, Européens, se désintéressent de la région ou pas ? Écoutez, pour l'Union européenne, si vous voulez, l'Union européenne, c'est un partenaire intéressant pour l'Asie centrale parce que c'est un acteur géopolitique qui est perçu comme neutre au sens de non-agressif, de non-intrusif, contrairement à la Russie et surtout à la Chine, à mon sens. L'UE a conclu des accords de partenariat et de coopération avec tous ces pays, mais il y a quand même un pays qui se détache, c'est le Kazakhstan. Parce que c'est le seul qui ait conclu un accord de partenariat et de coopération renforcé avec l'Union européenne,
et aussi au regard des échanges commerciaux. Vous avez en 2019, de mémoire, 24 milliards d'euros d'échanges commerciaux entre l'UE et le Kazakhstan, et à peine 4 milliards entre l'UE et l'Ouzbékistan, pourtant deuxième économie centra-asiatique. Donc on voit bien que dans le logiciel économique de l'Union européenne en Asie centrale, le Kazakhstan ne boxe pas tout à fait dans la même catégorie que les autres pays. Et la France ? On a des intérêts économiques là-bas ou pas ? Alors, ne nous mentons pas, cher Ali Laïdi, pour Paris, l'Asie centrale est une zone relativement périphérique. Entre 93, François Mitterrand au Kazakhstan, 94, François Mitterrand en Ouzbékistan et au Turkménistan, et 2014, François Hollande au Kazakhstan, on n'a eu aucune visite d'un chef de l'État français en Asie centrale, même si la France a été présente dans les années 2000 sur zone pour les besoins de son intervention militaire en Afghanistan, avec l'exploitation d'aéroports, par exemple à Dushanbe au Tadjikistan, à Manas au Kyrgyzstan ou à Chimkent dans le sud du Kazakhstan. Donc il y a du business à faire quand même, et vous dites qu'on n'y est pas. Non, si vous voulez, c'est un petit peu comme pour l'Union européenne, c'est-à-dire que la France a des intérêts en Asie centrale qui sont surtout concentrés au Kazakhstan, parce que c'est d'une part le seul pays avec lequel Paris ait signé un accord de partenariat stratégique, c'était sous la présidence de Nicolas Sarkozy en 2008, et d'autre part, une fois encore, au regard des échanges commerciaux. Les échanges bilatéraux franco-kazakhstanais en 2019, c'était quelque chose de l'ordre de 3,5 milliards d'euros, un petit peu plus même. Avec l'Ouzbékistan, toujours à titre de comparaison, on n'était pas au-delà des 150 millions d'euros. Ouais. Donc il y a quand même des perspectives pour l'Ouzbékistan, qui est un pays premier marché d'Asie centrale, avec la moitié de la population, 33 millions de consommateurs, et un pays qui s'ouvre depuis 2016 aux investisseurs français, notamment Total Eren à Samarcande ou à Suez, qui porte un projet de modernisation des réseaux d'eau et d'assainissement dans la capitale Tachkent. Merci beaucoup, Michael Levisson, pour vos réponses. L'entretien de l'intelligence économique est terminé. Évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com. Au revoir. C'était votre programme avec NF Habitat pour une maison ou un appartement de qualité certifié réalisé par des professionnels engagés.